Elle se tenait immobile, presque comme une ombre. Seule sa respiration rapide trahissait qu'elle était bien vivante. Au loin, des pas légers approchaient. C'était Lyra, une jeune fille de 18 ans au regard fatigué, frêle, tenant contre elle une jarre d'argile. Ses pieds nus foulaient le sol humide avec précaution tandis qu'elle descendait vers le ruisseau. Son cœur battait fort. Elle jetait des regards nerveux autour d'elle, craignant ce que la nuit pouvait cacher sans se douter qu'on l'observait. Un peu plus tôt, sa belle-mère lui avait crié dessus. « Lyra, si tu ne vas pas chercher de l'eau tout de suite, ne reviens pas dormir ici. » Paresseuse. Lyra avait supplié. « Maman, il fait nuit. Je partirai à l'aube, je te le promets. » Mais la femme lui avait donné une gifle brutale. « Va, que les esprits de la rivière t'emportent si tu veux. » Alors, les larmes aux yeux, Lyra avait pris sa jarre et s'était enfoncée dans la nuit. Le chemin était étrangement silencieux. Même les grillons s'étaient tus. Les grands arbres se balançaient doucement, murmurant dans le vent. Arrivée au bord de l'eau, elle posa un genou à terre et plongea la jarre dans le courant. Ses mains tremblaient. « Seigneur, protège-moi, que je rentre vite, » murmura-t-elle. Quand la jarre fut pleine, elle la souleva avec précaution sur sa tête. C'est alors qu'un rire cruel retentit derrière elle. Lyra se figea. Le rire semblait venir de tout près. Elle se retourna lentement, le cœur prêt à exploser. Une vieille femme sortit de l'ombre des buissons. Ses yeux luisaient d'un rouge étrange, ses lèvres s'étiraient en un sourire tordu. « Bonsoir, ma fille, » dit-elle d'une voix rauque, comme celle d'un esprit oublié. Lyra voulut crier, mais aucun son ne sortit. Sa jarre glissa de sa tête et se brisa au sol, éclaboussant ses pieds. La vieille se mit à rire encore, un rire long et déchirant. Elle prit une petite calebasse suspendue à son cou, souffla une poudre blanche scintillante dans l'air. Avant que Lyra ne puisse fuir, la poudre la recouvrit entièrement. Ses yeux se vidèrent, son souffle ralentit, et lentement, comme dans un rêve, elle se mit à marcher droit vers la forêt. « Oui, avance, va plus loin, ma belle, » murmura la vieille, satisfaite. Lyra s'enfonça dans les buissons, son pagne frôlant l'herbe, inconsciente du monde autour d'elle. Derrière elle, la vieille femme se redressa et son corps changea. Ses rides s'effacèrent, ses cheveux blanchis devinrent noirs et lisses. En un instant, la sorcière s'était transformée en la belle-mère de Lyra. Elle regarda autour d'elle, essoufflée, craignant d'avoir été vue. Ne voyant personne, elle remit son châle sur ses épaules et s'éloigna à pas pressés. Mais quelqu'un avait tout vu. Perché dans un palmier près du fleuve, Bako, le voleur du village, observait, bouche bée. Il était monté là pour voler quelques noix de palme, mais ce qu'il venait de voir l'avait figé d'horreur. Par les esprits, la marâtre de Lyra, c'est elle, la sorcière, murmura-t-il. Quand elle disparut sur le chemin du village, il descendit de l'arbre, tremblant. Il hésita, rentrer ou suivre Lyra. Son esprit lui disait de fuir, mais son cœur lui ordonnait de l'aider. Il choisit le courage. « Lyra, Lyra, m'entends-tu » appela-t-il doucement. Aucune réponse. Le vent lui renvoyait seulement le murmure des feuilles. Il suivit les traces dans l'herbe, appelant encore. Puis, accroché à une branche, il aperçut un morceau de tissu bleu, le pagne de Lyra. Il le ramassa, le serra contre lui, terrifié. « Que les esprits me protègent, cette femme a fait quelque chose de terrible. » Une odeur étrange flottait dans l'air, douce et amère à la fois, presque envoûtante. Bako sentit le vertige le gagner. Il voulut courir vers le village, mais un bruit de respiration derrière lui le fit se retourner d'un coup. Rien. Pourtant, il savait qu'il n'était plus seul. Alors il s'enfuit, courant jusqu'à perdre haleine. Quand il atteignit enfin la lisière du bois, il s'arrêta, haletant, le pagne toujours à la main. Derrière lui, la forêt était redevenue silencieuse. « Demain, tout le monde saura ce que j'ai vu, » chuchota-t-il. Mais la nuit n'était pas terminée. Et dans le vent qui soufflait au-dessus du fleuve, on aurait juré entendre à nouveau un rire. Un rire de femme. Et si la vieille revenait? Et si elle le voyait? Et si elle décidait de le transformer en quelque chose d'horrible? Bako resta assis dans l'obscurité jusqu'à l'aube, incapable de dormir. Lorsque la première lueur du matin colora le ciel, il prit une décision. Il devait parler. Garder le silence serait trop dangereux. Le soleil n'était pas encore haut quand il arriva chez Bara, le père de Lyra. L'air semblait lourd, chargé d'angoisse. Avant même d'approcher, Bako entendit des voix inquiètes. Bara, un homme grand et solide, travailleur des champs,
était assis sur un petit tabouret, entouré de voisins. Son visage était pâle, ses yeux rougis. « S'il vous plaît, quelqu'un a-t-il vu ma fille » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Ma femme dit qu'elle est partie chercher de l'eau hier soir, mais elle n'est jamais revenue. » Un voisin soupira. « Peut-être qu'elle a dormi chez une amie ?» Bara secoua la tête. « Non, Lyra ne ferait jamais ça. Quelque chose ne va pas. » C'est alors que Bako apparut au bout du sentier. Tous les regards se tournèrent vers lui. Dans le village, on ne l'aimait pas beaucoup. Il avait souvent été surpris en train de voler des fruits ou du manioc. « Qu'est-ce que tu veux ici, voleur ?» lança un homme d'un ton sec. Bako avala difficilement sa salive. « Je suis venu parler à Bara. C'est important. » Bara se leva lentement. « Parle vite. » Bako regarda autour de lui, nerveux. « Seul, s'il vous plaît. » Les villageois échangèrent des regards méfiants, mais ils s'éloignèrent. Derrière la hutte, Bako prit une grande inspiration. Ses mains tremblaient. « J'ai vu ta fille hier soir, près du fleuve, » dit-il d'une voix basse. Les yeux de Bara s'écarquillèrent. « Tu as vu Lyra? Où est-elle? » « C'est ce que je dois t'expliquer, » répondit Bako. Elle remplissait sa jarre quand une vieille femme est sortie des buissons. Elle riait, un rire terrible. Puis elle a soufflé une poudre blanche sur le visage de ta fille. Bara fit un pas en arrière, incrédule. Et après, Lyra s'est mise à marcher droit vers la forêt, comme si elle dormait les yeux ouverts. Et la vieille s'est transformée en ta femme. Le père resta pétrifié, comme frappé par la foudre. Qu'est-ce que tu racontes? Je le jure sur ma vie, Bara. J'ai tout vu. Ta femme est redevenue elle-même, puis elle a couru vers le village. Bako sortit alors un morceau de tissu froissé de sa poche. Regarde, c'est le pagne de ta fille. Je l'ai trouvé là où elle a disparu. Bara prit le morceau doucement. Ses yeux se remplirent de larmes. Il reconnut immédiatement l'étoffe. Mais après un moment, il secoua la tête avec colère. Non, non, ma femme ne ferait jamais ça. Tu mens. Tout le monde sait que tu es un voleur. Peut-être que c'est toi qui l'as enlevé. Bako recula, blessé. Je dis la vérité, murmura-t-il. Mais ne lui dis pas que je t'ai parlé. Cherche ta fille dans la forêt, avant qu'il ne soit trop tard. Bara ne répondit rien. Il se détourna, le tissu serré dans sa main. L'après-midi venu, il rassembla quelques chasseurs du village. C'étaient des hommes courageux, qui connaissaient chaque recoin de la forêt. Il leur raconta tout, sauf la partie sur sa femme. Un homme a vu ma fille entrer dans la forêt, dit-il. Elle n'en est jamais revenue. Les chasseurs acquiescèrent. Nous la retrouverons, assura l'un d'eux. Ils prirent des torchets, des machettes et des arcs avant de s'enfoncer dans la végétation dense. Lyra, Lyra. Seul le bruissement des feuilles leur répondit. Ils fouillèrent sous les arbres, longèrent les ruisseaux, inspectèrent d'anciennes cabanes abandonnées. Le soleil montait, la chaleur devenait étouffante, mais ils continuaient sans relâche. Soudain, l'un d'eux aperçut quelque chose d'étrange, une petite hutte cachée derrière un rideau de lianes. Personne ne l'avait jamais vue auparavant. La porte était fermée par une grosse corde. Ils se regardèrent, inquiets. « Écoutez » murmura l'un. De l'intérieur venait un souffle faible, presque imperceptible. Le chef des chasseurs leva sa machette et trancha la corde d'un coup sec. La porte grinça, et là, étendue sur le sol, se trouvait Lyra. Les yeux ouverts mais vides, les vêtements déchirés, les cheveux emmêlés. Elle respirait, mais son regard était perdu. « Lyra !» s'écria le chasseur en se précipitant. Il la souleva délicatement sur son épaule. « Nous l'avons retrouvée !» cria-t-il. Tous éclatèrent de joie et prirent la route du retour. Quand ils arrivèrent au village, le soleil se couchait déjà. Les enfants cessèrent de jouer, les femmes abandonnèrent leurs marmites, les hommes sortirent des cases. Bara tomba à genoux en voyant sa fille. « Mon enfant, ma fille. Merci, au ciel. » Il la serra contre lui, les larmes aux yeux. Mais Lyra ne bougeait pas. Pas un mot, pas un sourire. Juste un regard vide. Les murmures s'élevèrent. Elle a été ensorcelée. Et soudain, un cri déchira l'air. Sa belle-mère venait de sortir de la maison. « Non, non, ce n'est pas possible !» hurla-t-elle en se griffant le visage. Sous les yeux stupéfaits du village, elle courut derrière la hutte et disparut dans la forêt. À ce moment-là, Lyra cligna des yeux pour la première fois. Puis elle éclata en sanglots et tomba dans les bras de son père. « Papa !» Le village entier soupira de soulagement. Elle était revenue à elle. Cette nuit-là, les habitants se réunirent chez Bara pour remercier les dieux. Mais, au fond de lui,
Le père n'arrivait pas à chasser les paroles de Baco. Et quand sa femme ne revint jamais, il sut qu'une part de vérité se cachait dans ses mots. Quant à Baco, il changea. Il ne vola plus jamais. Il aida les gens, répétant souvent. Le mal finit toujours par se retourner contre celui qui le sème. Lyra, elle, reprit peu à peu goût à la vie. Elle aidait son père, riait à nouveau. Mais, certaines nuits, au loin, du côté de la forêt, elle entendait encore un rire de femme. Un rire glacial et familier. Et chaque fois, son cœur se serrait, car elle savait désormais qu'il y a des secrets qu'on ne réveille jamais, même sous la lumière du jour.